Donc bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à faire cette présentation. On va partir du concept d'hésitation vaccinale jusqu'aux interventions efficaces pour y répondre. Alors mes conflits d'intérêts. Alors le premier point, c'est que je voulais vous dire que l'hésitation vaccinale est un phénomène particulièrement ancien. Finalement, dès la vaccine de Jenner, les hommes ont peur de devenir des vaches simplement parce qu'on les inocule avec le Copox. C'est effectivement un enjeu de santé publique puisque c'est considéré par l'OMS comme l'une des 10 plus grandes menaces sur la santé humaine. Et donc l'hésitation vaccinale, il y a une définition très claire qui est le fait de retarder ou de refuser une vaccination sûre malgré sa disponibilité. Un point qui est quand même très important, c'est que c'est un phénomène qui est complexe, spécifique à certaines situations, certains vaccins, certains pays et certaines cultures, et bien entendu, ça peut varier au cours du temps. Si on prend un exemple de la vaccination Covid-19 en France hexagonale, en mars 2020, tout le monde veut se faire vacciner alors qu'il n'y a pas de vaccin. En novembre 2020, si on interroge la même population, on trouve un taux d'intention de vaccination qui est moins de 50%. Donc finalement, on voit bien que la crainte de la maladie, ça peut contribuer à modifier les intentions de vaccination. Alors l'hésitation vaccinale, finalement, ce n'est pas les anti-vax versus les pro-vaccins. C'est finalement un certain continuum entre une partie de la population qui accepte de manière inconditionnelle tous les vaccins. Et ça, il y en a. Il y a peut-être 50% de la population, vous leur dites qu'il faut se faire vacciner, il n'y a aucun problème, ils se feront vacciner. Et puis, il y a au milieu probablement un clan assez important qui vont accepter ou refuser certains vaccins et qui vont finalement être prêts à les accepter à un moment donné et qui les refuseraient à un autre moment. Normalement, ce n'est pas un problème. Et puis finalement, une partie de la population qu'on qualifiera souvent d'anti-vax, qui va refuser tous les vaccins. Vraiment, ceux-là, il n'y a rien à y faire. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, parce qu'on n'arrivera pas à les faire changer d'avis, sauf si vraiment on a un gros coup de peau. Alors, il y a quand même ce qu'on pourrait qualifier d'histoire naturelle de l'hésitation vaccinale. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec le Covid-19. Finalement, en mars 2020, tout le monde veut se faire vacciner alors qu'il n'y a pas de vaccin, parce que la maladie fait peur. Et lorsque la couverture vaccinale augmente, la maladie fait moins peur puisqu'elle est moins présente ou en tout cas moins mortelle. Et puis ce qui apparaît, c'est finalement un peu plus d'effets secondaires liés à la vaccination. Et quand les effets secondaires augmentent, ils vont à un moment donné prendre le pas sur l'efficacité de la vaccination puisque la maladie est finalement rapidement oubliée. Et c'est comme ça que la confiance envers un vaccin va diminuer, que la couverture vaccinale va progressivement diminuer et qu'on va revoir des épidémies, et notamment, c'est le cas de ce qu'on peut observer très régulièrement avec la rougeole, dont on a du mal à rester à 95% de taux de couverture vaccinale pour éviter toute épidémie de rougeole. En ce moment, dans l'Hexagone, on a une forte épidémie de rougeole en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est liée effectivement à un bastion, on va dire, de l'hésitation vaccinale, qui est l'Ardèche. Et notamment, la première épidémie, c'était dans un collège d'Ardèche, où 65% uniquement des collégiens avaient été effectivement vaccinés contre la rougeole. Et c'est d'ailleurs grâce à cette épidémie qu'on s'est rendu compte que beaucoup avaient été vaccinés avant l'âge de 12 mois et que c'est la raison pour laquelle il faut faire une 3e dose chez ces nourrissons. Ça, c'était la petite aparté. Et donc, au cours des épidémies, on va revacciner massivement, on va faire redisparaître la maladie et on va restaurer un petit peu de confiance. Alors, l'état de la confiance vaccinale en Europe et en France tout particulièrement, vous savez qu'en 2016, l'équipe d'Heidi Larson, le Vaccine Confidence Project, avait sorti cette grande étude dans le Lancet où la France, à la question « les vaccins sont sûrs » apparaissait en rouge cramoisi. Et donc, on était les très mauvais élèves. Pour le pays de Pasteur, c'était un peu gênant. Et finalement, depuis l'obligation vaccinale en 2018, on a plutôt en population générale une augmentation de la confiance envers les vaccins. Donc, il pose en général 4 questions, à la fois pour les vaccins en général et pour certains vaccins. Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et est-ce qu'ils sont compatibles avec mes croyances, et notamment mes croyances religieuses? Finalement, en population générale, en 2022, il y a une petite baisse après une belle envolée en 2020 de la confiance envers la vaccination. Et on voit bien finalement ce lien entre maladie et confiance envers la vaccination finalement
En 2020, la vaccination devient le quotidien de tout le monde, il faut des vaccins parce qu'il faut nous sauver de la pandémie, et donc on augmente un petit peu notre confiance. Par contre, ce qui est très inquiétant, c'est le niveau de confiance des professionnels de santé, et il n'y a que 75% des professionnels de santé qui, en 2022, ont répondu que les vaccins étaient sûrs. Et ça, quand on voit l'impact des professionnels de santé dans le conseil envers la vaccination chez les hésitants, c'est-à-dire ceux qui étaient en orange sur la première figure, eh ben, ça va avoir un impact très important en termes de couverture vaccinale. J'aime bien aussi montrer vraiment la corrélation entre cette hésitation vaccinale et cette incertitude concernant la sécurité de la vaccination et la couverture vaccinale contre HPV. La carte en vert, c'est le niveau de confiance pour les vaccins sont sûrs. Donc on est en vert clair, c'est pas bon. Et en bleu, c'est la carte du taux de couverture vaccinale HPV. Et on sait que pour HPV, il y a les méconnaissances pour HPV, mais aussi les craintes des effets secondaires pour ce vaccin qui est quand même considéré comme l'un des plus sûrs au monde et qui a été commercialisé en 2006. Donc ça, c'est un point important probablement de lien entre cette confiance et la couverture vaccinale. Ce papier, qui est sorti en 2022, a modélisé le nombre de décès qui auraient pu avoir lieu liés à la pandémie de Covid-19 en France si on avait maintenu un taux d'intention, si la couverture vaccinale s'était maintenue au taux d'intention de vaccination au mois de novembre 2020, qui avait été estimé dans certaines études à 42%. Et ben, il y aurait eu 6 fois plus de décès en France. Donc l'hésitation vaccinale, c'est aussi un élément responsable de mortalité. Et effectivement, vous savez qu'on a obtenu un taux de couverture vaccinale aux alentours de 90-95% pour le Covid-19 en France, grâce à des mesures peut-être discutables, mais en tout cas qui ont fonctionné pour augmenter la couverture vaccinale. Alors, quel déterminant de cette hésitation vaccinale? Il y a plein d'équipes qui travaillent là-dessus. Il y a un peu un effet de mode maintenant depuis une dizaine d'années pour travailler sur l'hésitation vaccinale. Le premier modèle qui est sorti en même temps que la définition, c'est ce modèle 3C, qui évoque 3 facteurs. La confiance. La confiance, c'est la confiance dans le vaccin, mais pas uniquement. C'est la confiance envers le professionnel de santé, envers l'industrie pharmaceutique, les autorités. La complacency, alors c'est un peu réducteur de traduire ça par complaisance. En tout cas, c'est le risque perçu de la maladie. Et probablement pour des vaccins comme la grippe, les gens considèrent que c'est un petit rhume, que c'est pas grave. Bah, la complacency joue beaucoup dans ce côté hésitation, je ne me fais pas vacciner. Et la convenience, c'est les aspects pratiques d'accès à la vaccination. En France, ce n'est pas forcément un problème de coût, à la différence d'autres certains pays, mais c'est aujourd'hui, par exemple, un problème d'accès en termes de démographie médicale à la vaccination. Et c'est là que l'ouverture éventuellement à d'autres professions de la compétence vaccinale peut avoir un intérêt. Depuis, il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte dans ces modèles, comme le calcul. Ça, le calcul, c'est une prise de décision très individuelle en fonction de ce qu'on a l'impression qui est bénéfique pour nous et risqué pour nous au travers de la vaccination. Et à l'inverse, les gens qui envisagent la vaccination comme une responsabilité collective et qui finalement se font vacciner non pas vraiment pour se protéger eux, mais pour protéger les autres. Alors ceux-là, ils appartiennent plutôt à la catégorie verte des hésitants vaccinaux. Un autre point important, c'est le conformisme social. Ça, c'est une équipe de Pasteur et de l'EHSP qui a beaucoup travaillé là-dessus, à la fois pour le Covid, mais également pour la vaccination HPV. Et ils ont montré que l'un des facteurs qui pouvait contribuer à l'augmentation des intentions de vaccination, c'était aussi de faire comme les autres. Et ça, on l'a beaucoup vu dans le Covid-19 et notamment dans les services. S'il y a un service qui se fait largement vacciner, si les médecins se font vacciner, je me fais vacciner. Et à l'inverse, si mon corps de métier est un peu réticent à se faire vacciner, ben, je me fais moins bien vacciner. Mais c'est vrai aussi, les collégiens, par exemple, quand on leur demande qu'est-ce qui t'incite à te faire vacciner, qu'on leur dit que 80% des collégiens portugais sont vaccinés contre HPV et au Royaume-Uni, et ben, ça les incite à se faire vacciner. Donc là, vous voyez peut-être pas trop bien mes diapos, c'est d'autres façons de représenter les choses sur les facteurs qui peuvent influencer, on va dire, les parents à accepter la vaccination de leurs enfants. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'impacts un peu socio-culturels qui peuvent jouer et qu'il faut prendre en compte. Alors, quels outils? La première chose, je vous recommande la lecture du Tailoring Immunization Program, qui est en fait une série de recommandations de l'OMS qui est sortie pour l'Europe, justement considérant que la baisse des couvertures vaccinales en Europe représentait un véritable danger et qui est basée en fait, qui nous apprend comment construire des programmes d'intervention pour augmenter les couvertures vaccinales et des grands principes qui sont notamment l'équité,
le fait que ce soit participatif, compréhensif, également basé sur des preuves, et ça c'est un élément assez important, avec vraiment un but pour la santé et centré sur les gens. Et dans ce Tailoring Immunization Programs, il y a plein de modèles de comportement en santé. Vous avez peut-être déjà vu le Health Believe Model, l'APA. En tout cas, ils choisissent celui-là, et moi je l'aime bien celui-là parce qu'il est simple pour nous qui sommes pour la plupart des cliniciens et non pas des psychologues de la santé. C'est que pour obtenir l'attitude, il faut renforcer les capacités des gens, les motiver et créer des opportunités de vaccination. Et je trouve que toutes les interventions qu'on peut monter peuvent s'intégrer assez facilement dans ces trois éléments qui sont les capacités, les motivations et les opportunités. Donc là, je vous ai fait un petit tableau où j'ai mis quelques interventions, exemples d'interventions dans la littérature qui ont pu montrer leur intérêt et en fait, finalement, sur quelles composantes de ce modèle elles pouvaient jouer. Et l'éducation, notamment, ça marche sur les capacités et la motivation. La formation aussi, et en formant le maximum de gens, on augmente aussi les opportunités. On peut aussi utiliser la persuasion, ça c'est la motivation. Les Américains ont beaucoup utilisé ça, et notamment des loteries pour la vaccination Covid. En France, on considère ça pas très politiquement correct. L'obligation vaccinale, c'est un élément motivateur. On peut considérer que le pass sanitaire, c'était une forme d'obligation pour pouvoir finalement rester relativement libre. On peut le critiquer, mais ça a joué sur la motivation et ça a amené quand même 13 millions de vaccinations contre le Covid-19 en France. La restriction et les modèles d'organisation aussi. Alors, dans les outils qui ont fonctionné, je n'ai pas fait de revue systématique, mais j'ai voulu vous en présenter certains. Et celui-là, j'en suis assez fière parce que c'est un outil de la décision qui avait été développé par l'Université d'Ottawa pour la vaccination contre les professionnels de santé contre la grippe. Un modèle de la décision, c'est très utilisé dans le domaine de la cancérologie, c'est-à-dire que ça vous présente l'intérêt de la vaccination, l'intérêt de ne pas se faire vacciner, les avantages et les inconvénients de telle ou telle stratégie. Et en fait, les Québécois, les Canadiens, puisque c'était à Ottawa, n'ont pas pu l'utiliser parce que la vaccination est devenue obligatoire pour les professionnels de santé. Donc en fait, ils l'ont développé, mais ils n'ont jamais pu l'utiliser puisqu'il a fallu, tout le monde a été vacciné. Donc nous, on l'a évalué dans un essai en cluster dans les services du CHU de Saint-Étienne et du centre hospitalier de Roanne. C'est une des rares études, on va dire, randomisées en cluster. Il n'y en a pas beaucoup, elle a été reprise dans une revue de resurveillance récente que j'aurais pu vous citer mais que j'ai oublié. Avec les services en fonction qu'on avait randomisés en fonction de leur taux de couverture vaccinale avant. Et effectivement, ça a fonctionné avec une augmentation. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, faire passer votre couverture vaccinale de 24% à 36,7%, c'est tout à fait en dessous des objectifs OMS qui sont de 75%. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'à partir de 30% de couverture vaccinale dans un service, on réduit déjà l'impact sur les épidémies chez les patients. Le pass sanitaire, donc ça c'est une forme aussi d'intervention pour augmenter la couverture vaccinale. Donc c'était ce que je vous disais, 13 millions de vaccinations. Mais par contre, ça a un impact sur le vécu de la vaccination et probablement que ça va avoir un impact sur l'hésitation vaccinale et une forme de réactance. Donc ça, c'est des données qui ont été publiées dans Nature Medicine sous forme de lettres par Jeremy Ward. Donc où finalement, on a montré que ceux qui se sont fait vacciner tardivement et surtout sous la pression du pass sanitaire, ils ont développé une forme de... Les anglophones appellent ça la réactance, finalement de résistance à la vaccination future. Et effectivement, dans un papier suivant, on a montré que la confiance envers la vaccination avait finalement augmenté après la pandémie de Covid-19 chez les gens qui étaient vraiment pro-vaccin d'ores et déjà. Ils se disent plus confiants après. Et par contre, ceux qui étaient peu confiants, qui ont attendu pour se faire vacciner, qui ont attendu le pass sanitaire, eux, par contre, ils ont vraiment encore plus perdu confiance. Donc vraiment une polarisation des choses. Donc effectivement, dans cette étude, on a montré que 30% des Français déclaraient être moins confiants après la pandémie de Covid-19, alors que 13,4% disaient être plus confiants, et vraiment c'est polarisé. En fait, ceux qui deviennent plus confiants, ils étaient déjà quand même bien confiants, ils deviennent très très confiants, et ceux qui étaient vraiment méfiants le sont encore plus. Alors l'entretien motivationnel est une autre technique qui a montré son intérêt pour augmenter les couvertures vaccinales. C'est une méthode de communication centrée sur la personne. C'est efficace, et notamment quand on fait ça à la maternité pour encourager les parents à faire vacciner leurs nourrissons. Donc ça, c'est des travaux d'Arnaud Gagneur au Québec. Et donc, l'idée de cet entretien motivationnel, c'est vraiment d'avoir des médiateurs en santé quasiment qui vont à la maternité discuter de vaccination avec les parents.
C'est quelque chose, Pierre Verger le développe pour la vaccination de l'adulte avec les internes de médecine générale et les médecins généralistes. Les résultats ne sont pas encore tout à fait publiés, mais ont montré également leur intérêt. Alors, il y a quand même quelques données pour penser que de l'intervention, jusqu'ici, je vous ai montré le PASS, un outil de la décision, mais je ne vous ai pas montré ce qu'on appelle les interventions multicomposantes, c'est-à-dire de jouer sur plusieurs tableaux. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, des interventions multicomposantes dans le domaine de la vaccination. La première, qui est vraiment, on va dire, un peu, qui commence à être ancienne, c'est aux États-Unis pour la vaccination HPV. Et donc, l'idée, c'est d'être dans les cabinets de médecine générale aux États-Unis et de distribuer soit des outils de la décision, soit des petites fiches sur ce qu'est HPV, une formation à la communication et des images. Et effectivement, ça marche. Et ce qui marche globalement dans les outils qui ont été développés, c'est la feuille de fait et la formation à la communication des professionnels de santé. Alors en France, on s'est inspiré un petit peu de ça, mais pas que, pour développer un projet qui s'appelle Prev HPV, auquel j'ai participé, qui est un projet donc multicomposante, avec un volet en milieu scolaire, d'éducation, motivation, mobilisation, c'est-à-dire qu'on est allé faire de la formation des professionnels, mais aussi des collégiens dans les établissements. Enfin, la facilitation d'accès, qui était de vacciner au collège, donc c'était avant la décision du président de la République, et une formation des médecins généralistes. On en a fait savoir qu'on n'a pas jamais fait de facilitation d'accès sans avoir fait d'EMM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collégiens, en tout cas il n'y a pas d'établissement dans lequel il n'y a eu que de la vaccination sans qu'il y ait eu le parcours de formation. Et effectivement, on a fait un essai randomisé en cluster sur des communes en fonction des collèges et on a regardé la couverture vaccinale dans le SNDS des adolescents dans ces communes-là. Donc ils ne sont pas forcément scolarisés dans le collège dans lequel on était intervenu. Et on a montré une augmentation assez importante de la couverture vaccinale à 2 mois chez les garçons et chez les filles, dans le groupe qui avait reçu l'EMM, donc c'est-à-dire la formation, plus la facilitation d'accès. Par contre, pas d'effet des médecins généralistes, parce que finalement, on a des vrais problèmes d'implémentation de l'intervention compte tenu de la démographie médicale, et de l'EMM toute seule, puisque pareil, on est un peu tributaire des effecteurs de la vaccination après. Donc ça, c'était l'idée, c'est efficace et ça fonctionne, mais à condition effectivement de faire à la fois de jouer sur les capacités et les opportunités. Un petit point, je voulais vous montrer aussi cet essai randomisé danois sur comment modifier le message avec l'exemple de la grippe. Les Danois, alors ils ont même publié, et je ne l'ai pas mis dans la présentation parce que je l'ai faite en avance, mais ils ont publié récemment chez les adultes à haut risque en dehors des sujets âgés le même type d'études. Là, c'est la lettre qu'ils envoient, c'est un essai randomisé en fonction des régions. Alors les Danois, ils sont déjà à 80% de taux de couverture vaccinale grippe de leurs plus de 65 ans. Donc il a fallu quand même envoyer beaucoup de lettres. Et ils ont en fait fait une dizaine de modèles de lettres, qui sont les lettres systématiques comme pour l'assurance maladie, en changeant les messages. Et parmi les messages qu'ils ont mis en place, il y a le message sur la prévention du risque cardiovasculaire au travers de la vaccination contre la grippe saisonnière, qui est maintenant quelque chose de bien établi dans des essais même randomisés. Et effectivement, ce message-là permet d'augmenter de manière significative la couverture vaccinale. C'est le seul qui est à droite. Alors effectivement, hein, ça fait passer le taux de couverture vaccinale à 81,5%. Bon, si on était à 80% chez nous déjà de base, on serait quand même content. Et globalement, ils ont calculé qu'il fallait envoyer 117 messages sur le risque cardiovasculaire pour amener à une vaccination supplémentaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a amené des gens qui ne s'étaient jamais fait vacciner à se faire vacciner. Donc finalement, en changeant ce message, on amène des indécis. Moi, je suis intimement convaincue que ce message en France, comme de toute façon, on part que de 55% de couverture vaccinale, globalement, pourrait bien marcher. Alors, j'ai aussi voulu terminer cette présentation en vous disant qu'il y avait des éléments de langage à utiliser ou à ne pas utiliser en termes de quand on parle de vaccination. Et ça, Prev HPV, je suis passée très vite pour vous montrer les résultats. Mais en fait, Prev HPV, on a bossé pendant plus de 3 ans sur le projet et on a eu toute une phase diagnostique où on a utilisé des techniques notamment de marketing social où on proposait aux adolescents et à leurs parents différents scénarios. On parlait pas, on disait jamais que c'était le vaccin HPV, mais tu es invité à participer à une campagne de vaccination en milieu scolaire pour un vaccin qui permet de te protéger contre les verrues génitales, contre le cancer. 80% des collégiens aux Portugais sont vaccinés. Enfin voilà, et c'était ça qu'on voyait.
Donc, la maladie prévenue, moi j'étais persuadée que de raconter à un adolescent qu'on allait éviter des verrues génitales, moi je sais, hein, mon fils il m'a dit je veux le vaccin pour éviter les boutons sur le zboob. J'étais persuadée que c'était ça qui allait marcher sur un adolescent. En fait, non, c'est la prévention du cancer dans 15 ou 20 ans. Donc, c'est quand même, finalement, on se trompe sur les adolescents. La situation aussi, l'immunité de groupe. Se faire vacciner pour protéger les autres. Chez les adolescents, c'est hyper moteur. Ça les incite beaucoup à se faire vacciner. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Ensuite, la sécurité. Il y a un terme, et ça, ils ont fait plusieurs études, l'équipe de l'Institut Pasteur, à la fois pour la vaccination grippe chez les soignants, on l'a revu dans le Covid, ils l'ont vu pour HPV. Quand on fait apparaître dans un scénario le terme bénéfice-risque, ça diminue les intentions de vaccination. Donc il faut plutôt utiliser ce vaccin est sûr. Parce que finalement, bénéfice-risque, c'est un terme très médical, et ça veut dire qu'il y a des risques. L'efficacité élevée et durable, donc notamment ce qui permet un peu de justifier la vaccination à 11 ans, parce que les parents ils disent ah mais oui mais pourquoi je vaccinerai contre HPV mon adolescente de 11 ans, puisqu'elle n'aura pas de rapport sexuel bien entendu. On avait fait il y a quelques années un travail, on avait comparé ce que faisaient les médecins généralistes pour leurs patients et pour leurs enfants. Tous les enfants de médecins généralistes étaient vaccinés hépatite B, et par contre moins HPV. Par contre, pour leurs patients, ils étaient moins vaccinés hépatite B et plus HPV. Donc moi, j'en ai déduit comme ça, la lecture que j'en ai, c'est de dire que tous les enfants de professionnels de santé seront professionnels de santé. Et par contre, n'auront naturellement pas de relations sexuelles avant longtemps. Mais donc, voilà, très clairement, l'efficacité durable, c'est un point important. Et la norme sociale avec cette couverture vaccinale élevée ailleurs et la protection des autres. Et voilà, j'ai oublié de rajouter le petit merci de votre attention, mais merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis toute prête à y répondre.